Il est plus important que jamais que vous remontiez le moral du peuple. Bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'un des plus grands événements cinématographiques récents, le diptyque Wicked, adaptation en 2 parties du célèbre musical de Broadway porté par Cynthia Erivo, Ariana Grande et réalisé par Jon M. Chu. Une œuvre qui ne se contente pas de revisiter le Magicien d'Oz, mais qui en propose une relecture profonde, politique et émotionnelle, où les sorcières, longtemps figures de haine dans l'inconscient collectif, deviennent les héroïques tragiques d'une histoire racontée au passé, mais terriblement moderne. Depuis son lancement sur scène, Wicked fascine, une histoire qui renverse la légende connue, qui questionne ce que l'on croit et surtout qui nous montre que les monstres ne sont pas toujours ce que l'on pense. En 2024, la première partie sort au cinéma et émerveille le public. Grand spectacle, émotions multiples, univers magique et surtout une relation d'amitié bouleversante entre Elphaba, la sorcière verte incomprise, et Glinda, incarnation de la perfection sociale. Puis, la scène se fige et le public doit attendre 1 an avant de découvrir la conclusion, exactement comme l'entracte de Broadway mais version XXL. En 2025, Wicked partie 2 arrive, plus sombre, plus adulte, plus brutal. Oz a changé, et nous aussi. Aujourd'hui, nous allons retracer tout ce parcours. Nous allons commencer par un résumé complet et analytique de la première partie, puis on plongera dans la seconde, son ambiance, sa mise en scène, les prestations du casting, les choix de réalisation, ce qu'elle gagne et ce qu'elle perd. Nous analyserons les thèmes que l'œuvre développe, le conditionnement de masse, l'amitié impossible, la fabrication du bien et du mal, le poids des illusions et même notre rapport au mythe fondateur. Nous ferons aussi un point chiffre au niveau du box-office, qui est tout simplement historique. Et enfin, nous répondrons à la question existentielle, pourquoi ce film doit absolument être vu au cinéma. Bref, installez-vous, on retourne dans Oz. Le premier film sorti en 2024 commence avec une question fondamentale. Et si l'histoire que nous connaissons n'était qu'un récit biaisé? Et si la fameuse méchante sorcière de l'Ouest n'avait pas toujours été la figure terrifiante que le magicien d'Oz nous a décrite? Nous découvrons Elphaba, née verte, rejetée par son père, par ses pairs, mais dotée d'un esprit brillant et d'une sensibilité rare. Sa couleur de peau la transforme, dès sa jeunesse, en symbole d'altérité, d'exclusion. Et pourtant, elle reste une jeune femme pleine d'espoir, qui croit au pouvoir du savoir, de la justice et de la parole. À l'université de Shees, elle rencontre Glinda, son exact miroir social. Blonde, admirée, aimée de tous, incarnation de cette perfection faite de sourire, de bonnes manières et d'ambition naïve. Tout semble les opposer, mais les 2 femmes vont se rapprocher. Leur amitié devient la colonne vertébrale de l'histoire. Cette première partie montre également la réalité du monde d'Oz. Le système est en train de basculer, le magicien, présenté depuis toujours comme une figure bienveillante, se révèle être un maître de la propagande, il crée la peur et invente des ennemis afin d'unifier le peuple autour d'un même fantasme, l'illusion d'être protégé. Les animaux parlants perdent leur droit d'expression, la société glisse doucement vers une forme d'autoritarisme qui ne dit pas son nom. Elphaba, croyant pouvoir changer les choses, se heurte à la machine politique et médiatique. Glinda, elle, se laisse séduire par les avantages du système, par cette reconnaissance que son statut lui promet. Le premier film se termine sur une séparation idéologique, mais aussi émotionnelle. Elphaba devient la menace, la sorcière maudite que le pouvoir décide de transformer en symbole de terreur. Glinda choisit le confort de la conformité. L'histoire, jusque-là émerveillée, se clôt dans la douleur et l'inquiétude. Ce premier volet avait marqué le public par son éclat visuel, ses décors qui semblaient sortir d'un rêve, ses chorégraphies grandioses, son humour, sa fraîcheur et son souffle musical. On sortait de la salle avec des étoiles plein les yeux, de l'émotion dans la gorge et une impatience réelle. La suite devait être un choc. La seconde partie s'ouvre sur un monde transformé. L'innocence n'existe plus. Elphaba est désormais un fantôme. Elle vit dans la clandestinité, traquée, isolée, désignée comme la menace absolue. Ce n'est plus une jeune femme en quête de reconnaissance, mais une dissidente politique. Ses idéaux sont toujours là, mais ils ont été broyés par la violence du pouvoir. Glinda, de son côté, se retrouve en haut de la pyramide sociale. Elle a tout, sauf ce qui compte. Sa position l'étouffe, son image l'emprisonne, et elle découvre peu à peu que le rôle qu'elle a accepté l'éloigne d'elle-même. Sous les paillettes, les mimiques et le bonbon rose, il n'y a que solitude et culpabilité. La mise en scène traduit cette rupture. Fini les décors tournants, les grandes places lumineuses, les scènes de bal qui respirent la comédie musicale classique. Les couleurs se désaturent, les lieux se referment, les foules ne dansent plus, elles hurlent, menacent, accuse. La caméra quitte la spectacularisation du mouvement pour se consacrer à l'intimité des visages. Jon M. Chu l'a compris, ce second volet ne doit pas émerveiller, mais faire mal. Le film devient une réflexion sur la vitesse avec laquelle une société peut renverser son discours, désigner un coupable et le sacrifier collectivement pour ne pas regarder sa propre responsabilité. La propagande du magicien et de Morrible se renforce, les discours deviennent vérité, la peur devient loi, le peuple devient arme. Pour Glinda et Elphaba, tout se joue dans l'écart. La première est protégée par le système mais se
désintègre intérieurement, la seconde est rejetée par le système, mais conserve sa dignité. L'une a le pouvoir, mais pas la liberté, l'autre a la liberté, mais plus de place dans le monde. Le film atteint son sommet émotionnel dans les scènes où les deux femmes sont réunies, séparées par le destin, mais toujours liées par ce qu'elles auraient pu être ensemble. Leur chanson finale ne cherche pas le grand frisson musical, elle cherche la vérité et elle la trouve. La réussite profonde du film tient au jeu de ses interprètes. Cynthia Erivo apporte à Elphaba une intensité rare, son chant n'est pas une démonstration vocale, c'est un cri contenu, une humanité blessée qui transparaît dans chaque note et chaque regard. Elle rend visible une douleur qui dépasse la fiction. Ariana Grande surprend et impressionne, elle révèle une fragilité réelle derrière un personnage que l'on pensait superficiel. Sa Glinda n'est pas une poupée de verre, c'est une femme qui se rend compte trop tard qu'elle a préféré être admirée plutôt que juste. Ce basculement émotionnel est la véritable colonne vertébrale de la seconde partie. Autour d'elle, Jonathan Bailey, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum, Ethan Slater et les autres comédiens livrent des prestations solides et cohérentes avec le ton général du film. À tel point que Grande et Erivo peuvent légitimement entrer dans l'histoire. Si elles décrochent toutes les deux une nouvelle nomination aux Oscars, elles rejoindraient le cercle extrêmement restreint des acteurs ayant été nommés 2 fois pour le même rôle dans 2 œuvres distinctes. Wicked ne se contente pas de raconter une histoire, il analyse notre monde, ses thématiques sont multiples, mais toutes se rejoignent. Comment un pouvoir peut façonner la perception collective, comment la peur peut transformer une société entière en troupeau, comment l'opinion publique n'a besoin que d'une figure à haïr pour se sentir unie, comment l'espoir peut survivre à tout sauf à l'indifférence, comment une amitié peut sauver 2 vies tout en échouant à sauver le monde. Elphaba et Glinda deviennent les 2 faces d'une même médaille. Elles ne symbolisent pas seulement 2 femmes, mais 2 réponses possibles à une époque troublée. Résister et payer le prix, ou se taire et vivre dans le confort d'un mensonge. Wicked parle du fascisme sans jamais en prononcer le mot. Il parle du racisme sans le didactisme des discours scolaires. Il parle de la fabrication des monstres et nous force à regarder comment les récits façonnent notre jugement plus que la vérité. Le film agit comme un miroir. Oz devient un monde trop familier. Le succès n'est pas critique, il est massif. Wicked partie 2 s'apprête à réaliser une ouverture mondiale autour des 200 millions de dollars, dont juste 150 millions sur le marché américain. Il battrait ainsi le record détenu par la partie 1 qui avait déjà ouvert à 112,5 millions en 2024 avant de dépasser les 756 millions de dollars de recettes mondiales, devenant l'une des adaptations de Broadway les plus rentables de l'histoire. Une preuve éclatante que le public ne se lasse pas des histoires puissantes, universelles et profondément humaines. Il faut aller voir Wicked pour plusieurs raisons essentielles. Parce qu'il nous rappelle que les contes ont un prix, parce qu'il nous montre que l'on peut être du bon côté du pouvoir et avoir tort, ou être du côté des perdants et avoir raison, parce qu'il raconte une amitié que le cinéma montre rarement, une relation fondée sur le respect, la douleur et la loyauté, sans romance, sans cliché, sans artifice, parce qu'il revisite une œuvre intemporelle sans chercher à lui voler sa place, mais en donnant à ses zones d'ombre une lumière nouvelle, parce qu'il nous oblige nous aussi à choisir. Voulons-nous croire à ce qu'on nous raconte ou voulons-nous utiliser nos propres yeux? Et surtout parce que le cinéma a besoin d'œuvres qui osent être ambitieuses, engagées, sublimes, imparfaites, touchantes et à hauteur d'humain. Au terme de ce diptyque, Jon M. Chu livre une œuvre qui commence comme un conte de fées et se termine comme une tragédie politique. Le premier film émerveille, le second déchire. Et entre les deux, le spectateur est obligé de grandir. Wicked n'est pas l'histoire de la méchante sorcière de l'Ouest, c'est l'histoire d'une femme qui a refusé de baisser les yeux dans un monde qui avait déjà décidé de ce qu'elle devait être. C'est aussi celle d'une femme qui a compris trop tard ce que l'histoire ferait d'elle. Et c'est surtout un message puissant. Nos mythes ne sont jamais figés, ils méritent d'être réexaminés, questionnés, renversés, réécrits, car ce n'est qu'en interrogeant nos légendes que l'on peut comprendre le monde que nous construisons. Merci d'avoir regardé cette analyse et surtout bonne route sur les pavés jaunes.